Bonjour à tous, alors je suis David Tellerman, secrétaire général des bâtisseurs partenaires, un groupement de professionnels romans de la construction reconnus et respectueux des usages de la branche qui se réunissent autour de valeurs telles que la qualité et le service aux clients. Alors je vous souhaite une cordiale bienvenue à ce webinaire intitulé Transition énergétique à Genève, enjeux et défis pour les pros du bâtiment. Alors j'adresse tout d'abord un grand merci à Sébastien Aymar, un directeur de la société d'investissement Avansika et de la fiduciaire genevoise qui nous accueille aujourd'hui dans ces magnifiques locaux à 2 pas du quai du Mont-Blanc. Merci Sébastien. Et voilà, en cette temps de transition écologique, la rénovation est plus qu'un enjeu, c'est vraiment une nécessité. Alors Genève offre un terreau fertile pour les projets de rénovation et le canton a donné un signal fort et clair sur le sujet. Alors, mais sur le terrain, en fait, ça donne quoi? C'est un peu ça le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Dans la vie réelle, quand il faut agir, qu'est-ce qui se passe? Et en pratique, quels sont les défis à relever, les pièges à éviter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'espère, j'ai le plaisir d'avoir une équipe genevoise de folie avec moi. En tous les cas, une belle brochette de patrons et spécialistes romans. Alors, je vais commencer par Charlotte Després, ingénieure thermique chez Després Études Énergétiques. Bienvenue, Charlotte. Thomas Leder de Swiss Green Solar, un spécialiste en photovoltaïque. Dominique Génolet de Génolet Toiture Concept, spécialiste de l'étanchéité. Denis Jacquier de Jacquier Service SA, spécialiste du tri et du recyclage. Bienvenue à tous. Philippe Massonnet de la société Savo SA, spécialiste dans le domaine de l'électricité. Thierry Ravagnani des ateliers Kazaï, spécialiste de la charpente et de la menuiserie. Et je finis par Maxime Crépin de la société Swissome, qui lui est spécialisé dans les tableaux électriques. Alors merci à tous les 7 pour votre participation et merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Alors voilà, faites-nous signe, dites-nous que vous êtes là. Un replay sera disponible sur LinkedIn et YouTube, sur la chaîne YouTube des bâtisseurs partenaires. Donc, ceux qui ratent cet épisode, ils pourront toujours, et ceux qui partent avant pourront toujours le voir. Et d'ailleurs, chers spectateurs, je vous invite à poser vos questions sur le chat au fil de l'eau. On se réservera un moment après pour discuter, pour prendre vos questions et pour les poser à nos experts. Voilà, écoutez, c'est parti. Donc, j'adresse la première question à Charlotte Després. Charlotte, merci encore une fois. Alors, on va prendre l'exemple simple d'un client qui souhaite améliorer l'efficacité énergétique de sa maison ou de son entreprise. Qu'est-ce qu'il doit faire dans les grandes lignes? Eh ben, premièrement, il faut regarder sa régulation parce qu'un bâtiment bien régulé, chauffé à 20 degrés et bien ventilé, déjà, c'est un bâtiment qui ne surconsomme pas trop. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Et puis après, ils peuvent faire une étude du bâtiment, donc faire un audit énergétique, donc analyser l'enveloppe du bâtiment, analyser la technique et puis voir déjà où on en est avant de commencer des rénovations. Merci Charlotte. Alors, il y a des questions, notamment quand on parle d'audit, il y a forcément tout de suite des questions qui sont un peu techniques et on va parler des indices, parce que je crois que c'est important aussi de le mentionner. C'est pas toujours très clair pour tout le monde. Alors, pour les pros, probablement, pour les particuliers, peut-être un peu moins, mais encore pour les pros, c'est même pas sûr. Alors, finalement, est-ce que vous pouvez simplement me donner des informations? Qu'est-ce que l'IDC, donc l'indice de dépense de chaleur, comment l'interpréter et quelle est sa limite? Alors, l'indice de dépense de chaleur, c'est simplement la consommation d'un bâtiment divisé par la surface chauffée. Donc, ça nous donne une valeur en mégajoules par mètre carré. Et c'est très bien parce que c'est un excellent outil pour comparer les bâtiments entre cet indice de dépense de chaleur qui est imposé pour les bâtiments de plus de 5 preneurs depuis 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on a 10 ans de consommation des bâtiments et on arrive à bien analyser avec ça. Et depuis l'année passée, la limite, c'est 450. Donc, si on a une consommation ou un IDC plus grand que 450 mégajoules par mètre carré, on doit prévoir des rénovations. Alors, à plus ou moins long terme, ça dépend. Mais c'est. Voilà. Et en dessous de 450, on est bon. Ok, d'accord. Merci Charlotte. Alors, autre indice, et puis après, on passera à des aspects encore plus pratiques. Mais qu'est-ce que le CECB+, les certificats énergétiques cantonales des bâtiments? Alors ça, c'est on prend un bâtiment, on analyse son enveloppe, on analyse sa technique et on donne une étiquette au bâtiment. Comme ça, on sait où on en est aussi par rapport au reste du parc genevois et par rapport à la norme. Et donc après, le CECB+ donne 3 variantes de rénovation, donc plus ou moins grosses. On peut atteindre, ça nous donne aussi les labels qu'on peut atteindre, les subventions qui sont disponibles, etc. Donc faire un CECB+, c'est vraiment le début d'un travail de rénovation d'un bâtiment. D'accord. Merci Charlotte, merci beaucoup. Alors là, on va poser une question maintenant un peu plus globale. Bon, quels sont finalement les défis courants en matière d'étanchéité, lors de la rénovation de bâtiments anciens pour l'efficacité énergétique? Je passe la parole à Dominique Génolet de Génolet Toiture Concept.
Oui, bonjour à tous. Alors les défis quand on travaille sur un bâtiment ancien, c'est que bien souvent nous devons nous adapter au construit, au bâti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, dans la démarche, effectivement, si un client envisage de faire des rénovations, en complément de ce qu'a dit Charlotte, on doit aussi faire un diagnostic de la toiture pour connaître quelle est la composition existante de la toiture. Au fil des années, les bâtiments, bah, soit sont des bâtiments qui ont déjà, qui ont depuis leur origine un complexe existant d'isolation thermique et d'étanchéité qui n'a pas été modifié, ce qui devient rare, mais on en trouve encore quelques-uns, ou alors qui ont été améliorés au fil des années, mais avec des coefficients ou des normes qui ont depuis encore bien évolué. Et la problématique quand on est sur un bâtiment existant, c'est que nous sommes limités par le gabarit du construit, c'est-à-dire on ne peut pas faire n'importe quoi. Limité également lorsque le bâtiment est répertorié ou inscrit au patrimoine. Nous, ce que l'on conseille, en tout cas au niveau de nos associations professionnelles, c'est qu'avant toute chose, avant d'avoir la volonté de faire du photovoltaïque ou du solaire sur une toiture, rien ne sert rien ne sert de mettre en place une technique très poussée pour économiser de la consommation si on met cette technique en place sur une passoire énergétique. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est comme je le disais au préalable, c'est qu'on doit faire un diagnostic de la toiture, connaître quel est l'état effectivement du complexe existant et connaître les performances thermiques de ce complexe. À partir de là, une fois que ce diagnostic est réalisé, on va effectivement proposer une rénovation ou une amélioration du complexe en place avec toutes les difficultés et les contingences dont on doit prendre en compte, comme je le disais également, par rapport au dimensionnement du bâti et autres. Et puis, c'est qu'ensuite, quand on aura remis à jour ou qu'on aura fait une remise à niveau de cette toiture, qu'il faudra envisager la mise en place de panneaux solaires, parce que comme l'a dit mon collègue, l'installation de panneaux solaires est une installation qui est relativement coûteuse, qui est très technique et qui n'est pas là pour peu d'années. Elle est mise en place pour de nombreuses années. Donc, il faut que l'étanchéité dessous et le complexe soient en adéquation pour tenir au moins ou sinon plus la durée de vie de l'installation de panneaux solaires. Merci Dominique. Alors, je crois que Thomas, tu es bon pour le reprendre parce qu'en fait, il y a eu une coupure technique. Alors du coup, pour reprendre ce que j'ai dit avant, donc c'est voilà, l'installation photovoltaïque, donc elle est là, c'est une installation technique qui vient de s'ajouter sur un bâtiment existant, donc du coup qui a une durée de vie de minimum 25 ans pour pouvoir être rentable et pour pouvoir rentrer aussi dans les coûts d'investissement. Mais du coup, on rentrera pas dans ces coûts d'investissement et on pourra pas en profiter pleinement si la construction en dessous, ça peut être une toiture en incliné, une toiture plate, mais ou même une façade, mais si la surface qui tient l'installation photovoltaïque n'est pas saine et n'est pas adéquate énergétiquement ou physiquement à cette installation, bah, il faut d'abord réviser la partie structure avant d'envisager l'installation d'une installation technique comme le photovoltaïque. Ok, merci Thomas. Alors, quelles sont les solutions en fait techniques recommandées pour améliorer l'efficacité énergétique d'une toiture? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier techniquement qu'on peut faire, qu'on doit faire? Qui peut répondre à cette question? Moi, je peux essayer de répondre à la question. La partie technique, on parle de l'étanchéité parce que oui, bien sûr, moi j'entends plus souvent parler de toits qui coulent ou qui posent problème en termes de fuite plutôt qu'en termes de déperdition thermique. Mais il est clair que dans cette démarche aujourd'hui, on doit mettre en place des isolants thermiques qui permettent d'atteindre déjà les coefficients minimums qui sont exigés. Il y a des normes très précises, là Charlotte le sait très bien. Et en plus de ça, cela peut être intéressant dans un raisonnement global de mise en place d'une rénovation énergétique parce qu'il y a des subventions, enfin il y a tout un tas de systèmes mis en place par l'État qui permettent d'aider le propriétaire à aboutir à cette transition. Donc l'action essentielle pour la toiture, hormis le phénomène étanchéité qui va de soi, mais qu'on soit bien isolé ou pas isolé, il faut qu'on soit étanche. Hein, c'est ce qu'on cherche à avoir parce que d'avoir des seaux répartis dans l'appartement ou dans les locaux d'habitation, c'est pas quelque chose de très agréable. Mais par contre, on va rechercher la performance
thermique, en utilisant des matériaux d'isolation aujourd'hui qui sont, nous avons un choix relativement important, de manière à atteindre ces performances thermiques qui nous permettront ensuite d'avoir un raisonnement global sur les exigences thermiques de l'ensemble de la rénovation. Merci Dominique. Alors Thierry Ravagnani, une question pour toi. Là, on va parler de menuiserie et de charpente. Comment la menuiserie peut-elle contribuer à l'amélioration de l'étanchéité des bâtiments, vu qu'on est dans le sujet de l'étanchéité? Oui, bonjour David, bonjour à tous. En fait, la menuiserie contribue à l'amélioration de l'étanchéité pour autant que la pose soit exécutée dans les règles de l'art. Donc, il est important qu'une fenêtre soit bien posée, soit bien étudiée, bien fabriquée. Et bien sûr, il est important que les raccords soient correctement faits, car sinon nous risquons d'avoir des infiltrations d'air, des infiltrations d'eau aussi, par la même occasion. Ce qui peut aussi entraîner une mauvaise finition autour des cadres et ce qui peut aussi entraîner des ponts de froid. Donc pour ça, l'étanchéité d'une menuiserie doit être parfaite. D'accord, donc en gros, il faut vraiment tout regarder, quoi. Quelles sont les considérations? Alors, je me tourne vers Thomas Leder. Quelles sont les considérations clés pour optimiser la production d'énergie solaire dans un bâtiment rénové? Là, on parle vraiment pour le coup de l'optimisation de la partie photovoltaïque. Tout à fait. Bon, alors, le photovoltaïque, comme on le sait, lui va contribuer surtout à la consommation électrique de la maison. Donc, et après, indirectement, tous les éléments consommateurs. Donc, nous, ce qu'on cherche là, c'est faire une économie en tant que la consommation électrique dans le bâtiment. Donc, déjà, c'est d'un côté le dimensionnement de l'installation. Donc, chercher les besoins du client, quels sont déjà ses besoins en consommation d'énergie, quel est son type de chauffage, est-ce qu'il utilise encore de l'énergie fossile ou est-ce qu'il utilise déjà l'électricité, et après essayer de chercher un dimensionnement d'une installation photovoltaïque qui est en phase avec la consommation atteinte par le client. Évidemment, le client a le choix d'aller au-delà en fonction de ses besoins, mais au niveau du dimensionnement d'une installation photovoltaïque, c'est ça, de chercher la consommation électrique sur une durée de 2-3 ans pour avoir un peu de recul et après essayer de trouver un dimensionnement qui va en phase avec l'installation du client. Et après, s'il veut aller plus loin, là, on rentre après dans le monde un peu de l'automatisation ou de l'intelligence connectée. C'est utiliser cette production d'énergie qu'on peut obtenir par ces panneaux pour piloter certains appareils qui ne sont pas indispensables à la vie quotidienne, comme par exemple le chauffage, un lave-linge, un lave-vaisselle, pour pouvoir piloter ces différents éléments pour mieux pouvoir utiliser l'énergie qu'on produit lui-même et avec ça réduire la consommation d'électrique du réseau et avec ça indirectement la consommation ou la dépense en argent pour justement cette consommation d'électrique. Merci Thomas. Alors, quels sont finalement, là on a parlé du solaire, on a aussi la question finalement du stockage de l'énergie. Là je vais me tourner vers Thomas ou Philippe, les électriciens. Quelles sont les solutions pour intégrer les énergies finalement renouvelables, comme le solaire, dans un système électrique existant? Est-ce que c'est pas trop compliqué quand on a déjà une installation? Comment ça se passe concrètement? Je commence à prendre la parole et après je passe le flambeau. Pour les intégrer dans une installation électrique, comme j'ai dit, il y a ce côté pilotage à disposition. Après, c'est vrai, effectivement, on parle beaucoup des systèmes de stockage. Le système de stockage, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est mettre en place des systèmes d'accumulateurs qui prennent en charge l'énergie en surplus produite qu'on peut utiliser après plus tard. Il y a un aspect financier là-dedans qui peut être intéressant ou pas. Aujourd'hui, c'est un peu, chacun il doit faire le calcul pour son côté si ça vaut la peine ou pas. Par contre, il y a beaucoup plus intéressant sur le côté de pilotage. Après, c'est la partie compatibilité avec l'installation électrique déjà en place qui est souvent le défi pour les bâtiments d'un certain âge. Parce que là, il y a peut-être d'autres travaux de mise en norme ou mise en place à faire qui sont indispensables pour pouvoir utiliser une nouvelle installation technique d'une manière efficace et efficiente aussi. Et là, peut-être, je vais laisser la parole à mon collègue. Merci Thomas. Disons que pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas au niveau électrique, j'entends, effectivement, il faut voir, et ça a été dit par tous mes camarades, la rénovation des bâtiments, ça doit être une vision globale. Aujourd'hui, la partie électrique, on va pouvoir l'optimiser sur des bâtiments de nouvelle génération qui sont déjà équipés
gestion intégrée ou de serveurs de supervision ou de consommateurs qui sont déjà capables d'être pilotés à distance. Si on prend des bâtiments d'un certain âge, peut-être que toute cette technologie est relativement obsolète pour en avoir un gain qui soit comparable à l'investissement qu'il faudrait faire pour obtenir quelques dizaines de kilowatts d'économie par an. Cependant, sur les anciens bâtiments, il faut avoir, et ça on le défend, hein, tu as parlé, Dominique, d'associations professionnelles, il faut savoir que notre groupement aujourd'hui, si justement il porte ce nom de groupement de bâtisseurs, c'est parce qu'on voulait intégrer les différents métiers, et ces différents métiers permettent de conseiller à nos futurs clients, à nos clients, qu'une rénovation énergétique, c'est pas par un bout de la lorgnette. On peut pas rénover un bâtiment en changeant les fenêtres, en refaisant le toit ou en mettant une installation solaire. C'est une globalité, puis dans cette globalité, il y a des priorités. Et puis c'est ce que notre groupement de bâtisseurs peut vous conseiller. Il faut pas commencer par le là aujourd'hui, actuellement, tu as parlé aujourd'hui, tout à l'heure de fournisseurs de panneaux photovoltaïques qui avant tout veulent vendre pour qu'on puisse installer leurs panneaux. Et on s'aperçoit que des fois, quelques années après que les panneaux étaient installés, qu'on aurait dû penser à rénover la toiture. Et puis on est bon pour tout redémonter. Et puis finalement, personne ne sort grandi de ce genre de choses parce que finalement, on a l'impression que les gens de la construction ne sont pas de bons conseilleurs, alors qu'effectivement, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Maintenant, si on parle de bâtiments plus modernes, tous les outils aujourd'hui existent pour optimiser une installation électrique et la rendre beaucoup plus performante. Il y a des investissements à faire, mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut effectivement gérer la qualité de l'éclairage. Hein. Des gros consommateurs d'une villa, c'est l'éclairage. Vous pouvez le piloter en fonction de la lumière extérieure. Vous pouvez la varier, vous pouvez créer des scénarios. Vous pouvez aussi gérer votre pompe à chaleur hein, par la domotique ou les systèmes intégrés, en décidant de les utiliser soit pour remettre les chauffe-eau d'eau chaude sanitaire en utilisant le zénith de la production solaire, si vous en avez, de manière à utiliser de l'énergie que vous proposez, que vous produisez vous-même. Vous avez aussi au niveau des gestes qui avaient été élaborés par l'ensemble des associations et des métiers techniques et des métiers de l'enveloppe sur la possibilité d'économiser de l'énergie dans vos bâtiments. Et ça a été largement diffusé à l'époque de la possibilité du blackout pour faire des économies. Mais tout ça va dans une gestion où vous pouvez piloter vos installations à distance. Et vous pouvez ajuster des extinctions d'appareils, par exemple la TV qui n'a pas besoin de rester allumée ou en veille toute la journée. Vous pouvez éteindre un certain nombre d'installations. Chaque watt, en fait, l'installation électrique ou la gestion à distance ou la supervision à distance peut vous permettre soit d'optimiser votre production solaire, soit d'utiliser votre pack au meilleur moment en utilisant justement des productions d'énergie solaire extérieure. Vous pouvez aussi piloter tous les petits conducteurs de votre maison, tous les petits consommateurs de votre maison qui font à la fin de l'année un certain nombre de watts. Donc, et ça vaut la peine pour, je dirais, chacun des personnes ou chacune des personnes qui seraient intéressées pour optimiser sa maison, de prendre conseil avec des entreprises, de poser ces questions et puis qu'on puisse y répondre. Et puis après, finalement, c'est qu'une question, hein, comme pour tout le reste, d'investissement et de retour sur investissement par rapport au coût qu'une modernisation de son installation peut finalement amener. Merci Philippe. Alors, je vais passer la parole du coup à Maxime Crépin de Suissaume. Comment la transition énergétique est-elle abordée ou pratiquée dans le secteur des tableaux électriques? Là, on rentre encore plus dans la technique. Concrètement, comment est-ce qu'on peut, avec un tableau électrique, gérer tout ça? On a déjà abordé, mais voilà. Alors, finalement, c'est tout relatif. On ne rentre pas en réalité plus que les autres dans le métier. Nous, on a eu cette chance dans le secteur des tableaux électriques de surfer en fait avec les fabricants sur une certaine évolution de nos produits. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la majorité des tableaux que l'on fabrique ou que l'on vend à nos clients, électriciens, solaristes, ce genre de prestataires, est déjà de base communicant. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un ensemble de matériaux, d'installations qui sont prêtes à être communicantes. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de travail à réaliser en plus, il faut juste le réfléchir et le penser pour que ça fonctionne.
Concrètement, aujourd'hui, les fabricants ont mis en place passablement de systèmes sur leur matériel qui permet simplement d'arriver derrière avec un système de supervision afin d'optimiser tout ce qui est consommation énergétique, afin d'avoir un certain nombre de remontées d'informations. Et à partir de là, on vient orchestrer tout ce qui est démarche écologique ou démarche d'économie. Voilà. Donc, concrètement, on développe tout ce qui est analyse de la consommation pour au final faire un gain d'argent, tout simplement. Voilà, une économie de coût. Aujourd'hui, il est vrai que, comme le disait Philippe tout à l'heure, on rencontre deux types d'installations. Les installations existantes sur lesquelles il y a un véritable coût d'entretien pour arriver à optimiser quelque chose, à économiser un petit peu de watts. Mais il faut quand même constater que de la même manière que le développement, les fabricants ont beaucoup travaillé sur tout ce qui est prestation de rétrofit. Donc on arrive aujourd'hui facilement à intervenir sur des installations coûteuses et les remettre en état afin de pouvoir leur permettre de consommer moins, ou du moins d'analyser pour consommer moins. Et une dernière finalité également, c'est que à travers notre entreprise ou d'autres, on a cette possibilité également d'engendrer de la maintenance et du service sur ces installations, parce que c'est pas le coup de les livrer, de les mettre au fond d'une cave et de les oublier pendant 15 ans. Aujourd'hui, toutes ces installations sont maintenables. Il faut les entretenir, il faut les contrôler pour, encore une fois, pouvoir économiser quelque chose dessus, puis éviter simplement de se dire, voilà, j'ai une installation depuis 10 ans, il faut la remplacer parce que trop vieille. Ça, c'est un calcul d'avant. Aujourd'hui, une installation à 10-15 ans, on peut créer du rétrofit dessus et on peut optimiser les coûts en adaptant un peu la technologie au coût d'aujourd'hui. Voilà. Merci Maxime. Ça parlera à pas mal de personnes, y compris les techniciens, y compris les particuliers. Merci. Alors maintenant, on va passer à un sujet. On est en bout de chaîne là. On arrive en bout de chaîne. On a analysé un peu toute la toiture, on a analysé le photovoltaïque, on a analysé la menuiserie. Maintenant, Denis Jacquier, donc on va parler de tri et de recyclage. Comment la rénovation énergétique impacte-t-elle ton activité de recyclage? Bonjour à tous. Bonjour David. Alors nous, dans notre activité, on est beaucoup tributaires de nos collaborateurs ou de nos collègues, de nos collègues qui passent avant nous sur le chantier et qui, eux, vont produire ou démonter en fonction de la typologie du chantier. Si c'est une grosse rénovation lourde, il y aura beaucoup de déblais ou de déchets à sortir, à revaloriser. Et inversement, s'il y a peu, il y a peu. Mais plus qu'on part plutôt dans quelque chose de lourd, il y aura une augmentation du volume à traiter, à recycler et à revaloriser. D'accord, mais tu t'attends quand même, j'imagine, à une augmentation de ton activité rien que du fait de la rénovation, je suppose. Sur ce point-là, oui, je pense, puisque logiquement, les bâtiments neufs devraient un petit peu diminuer et ça part plutôt dans la rénovation, donc il y aura plus de volume à traiter et plus de bennes à évacuer. Merci. Alors, quels sont les défis courants que tu rencontres dans le tri de recyclage des matériaux lors de rénovation énergétique? Est-ce que c'est plus compliqué qu'avant? Est-ce qu'il y a des matériaux particuliers? Comment ça se passe pour toi sur son activité? Alors, je pense qu'on va se retrouver des fois avec des problèmes un petit peu où il y aura plus de mélange de matériaux. On peut retomber éventuellement aussi des fois sur des matériaux, mais après, tout dépend comment ça a été analysé en amont, si les diagnostics ont bien été faits, si les sondages ont été bien faits. Les gens savent déjà plus ou moins correctement à quoi s'attendre. C'est pas comme si d'un coup on ouvre un mur et puis on dit « Ah bah tiens, il y a encore ça à traiter, il y a ça qu'on n'avait pas calculé dans la soumission ». Ça peut vite engendrer des surcoûts. Mais si c'est bien pris en amont et que les volumes sont bien estimés, logiquement, on doit tomber à côté de quelque chose de relativement correct. Et puis, au niveau de matériaux un petit peu délicats ou spéciaux à traiter, on s'adapte. On s'adapte. Aujourd'hui, il y en a des fois qui nous tombent dessus, il faut les traiter, puis c'est comme ça. Merci, merci Denis. On reviendra peut-être tout à l'heure avec quelques questions. Là, on va aborder un sujet, avant de prendre des questions un peu de tout le monde, on va prendre un sujet finalement qu'on a gardé pour la fin, parce que c'est le sujet qui intéresse aussi tout le monde. C'est la question du financement. Alors, on va parler pépette, on va parler d'argent. Alors, Charlotte, je me tourne vers vous là. On a droit à quoi en fait? C'est quoi les subventions disponibles? Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir? Alors, il y a beaucoup de subventions disponibles et les subventions, c'est surtout pour la rénovation. On a peu de subventions pour le neuf.
Par exemple, les toitures, elles sont subventionnées à hauteur de 70 francs par mètre carré de toiture isolée. L'étude CECB+, aussi est subventionnée, 750 francs pour les villas, 1500 pour les immeubles. Les installations photovoltaïques sont aussi subventionnées. Voilà, il y a des subventions partout. Donc, une fois de plus, quand on rénove un bâtiment, quand on veut faire des travaux, la première chose, c'est de faire une étude, se poser sur la table et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les subventions disponibles, parce qu'une demande de subvention, ça se fait avant le début des travaux et ça doit être validé avant le début des travaux. Après, à la fin des travaux, on ne peut pas revenir chercher une subvention. Donc, de nouveau, comme disait Dominique, il faut commencer par le début, l'étude, on met tout sur la table et après, on fait nos rénovations, nos demandes de subvention, tout ça. Merci, merci Charlotte. Alors, on est vraiment dans les délais. On a une question de Florian Ruello-Carmelin. Alors Florian, je vous cite, hein, voilà, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais à quand une sensibilisation des électriciens plaquistes à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment? Régulièrement, l'exécution de leurs travaux péjore les résultats d'un test Blur d'or étanchéité à l'air. Qui veut prendre la parole là-dessus? Alors, Philippe Massonnet. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, le matériel qui est utilisé par les électriciens, et si les électriciens, je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais effectivement, si les électriciens respectent le cahier des charges ainsi que les modes de pose, si on parle de parois et puis qu'on parle de boîtes encastrées à l'intérieur des parois, puis qu'on passe de passage de tubes, parce que là, on rentre peut-être un petit peu dans la technique, qu'on parle aussi de mise en place de boîtes encastrées dans les cloisons. Thomas, mon collègue, en sait quelque chose. Si le matériel utilisé, si la mise en œuvre, et si le respect des distances entre les boîtes et puis d'un côté du mur et de l'autre sont respectés, je dirais qu'au niveau du résultat et de la critique qui était mise, effectivement, on devrait avoir peu de malfaçons ou peu de résultats très négatifs. Dans les faits, on s'aperçoit effectivement que souvent la qualité du travail, la qualité du respect des règles de l'art ne sont pas toujours présentes. Et puis effectivement, on peut se retrouver, que ça soit finalement dans des parois placo, hein, mais ça peut aussi être vrai dans des murs béton qui sont pas très larges, avec des boîtes fixées d'un appartement à l'autre qui sont pas décalées comme elles devraient. On peut avoir ce genre de problème. Ce genre de problème, finalement, il ne faut pas les voir comme un problème récurrent ou comme un problème qui existe dans le bâtiment. C'est des cas particuliers. Enfin, ça devrait l'être, en tout cas. Et puis, les entreprises qui sont dignes de ce nom dans l'électricité devraient avoir des équipes sur le terrain qui doivent faire un boulot qui est correct. Alors, j'en profite aussi pour dire que, finalement, si on veut des entreprises de qualité, il faut aussi faire les bons choix au départ, que ce soit au niveau du choix des entreprises comme au choix. Hein, on parlait tout à l'heure d'études dès le départ. Les subventions, elles se demandent au départ. Eh bien, une étude, elle se fait au départ. Les plans d'implantation se font au départ. Et puis, on évite beaucoup, certainement, des problèmes qui viennent d'être décrits. Je ne sais pas si Thomas, en tant qu'ancien électricien confirmé et futur photovoltaïque professionnel, tu peux rajouter quelque chose. Il y a peut-être juste un côté pratique pour si jamais les bâtiments qui sont considérés pour des soucis de fuite de chaleur par les installations techniques, ça peut... Bon, majoritairement, c'est les électriciens parce qu'ils aiment bien poser des tubes. C'est pour vous les clients parce que c'est aussi pour modifier les choses par la suite et pour faire évoluer l'installation. S'il avère qu'il y a ces problèmes-là et qu'il y a eu des manquements d'installation, sachez que c'est des choses qu'on peut corriger d'une manière assez facilement aussi par la suite. Donc, si vous avez ces problèmes-là, vous pouvez vous adresser à des professionnels aussi autour de la table. Donc, c'est des choses qu'on peut réparer assez facilement sans dégrader l'installation. Merci Thomas. Alors, Michael Ferreira nous pose une question qui va vous faire tous bondir, mais je la pose. Eh bien, il existe également des modèles d'affaires où les prestataires travaillent 100% à risque et sont rémunérés uniquement sur les économies. Vous en pensez quoi? Moi, si je peux déjà venir, on rénove un bâtiment, on est en ville, le propriétaire fait ses travaux et en fait c'est l'utilisateur est hyper important. C'est-à-dire, on a sa maison, les économies d'énergie qu'on fait sur notre maison, ça dépend comment on vit dedans. Si on rénove une maison qu'elle est super bien, super isolée, elle a du photovoltaïque, elle a plein de choses,
mais les appareils sont pas bien régulés. Les gens utilisent les appareils quand le photovoltaïque produit pas. Les gens ouvrent les fenêtres, mettent le chauffage à fond. Ça, c'est clair que les consommations, elles vont pas du tout diminuer. Donc, en fait, le comportement de l'occupant est hyper important et il est vraiment décisif là-dedans. Donc, je suis pas totalement pour. Oui, puis on pourrait rajouter, alors c'est tout à fait vrai, hein, à la limite, on pourrait imaginer que des tests, une fois que l'installation est mise en service, pour voir si tout ce qui a été proposé tient les objectifs qui ont été fixés, mais ça serait avant que les locataires arrivent. Et puis de toute façon, on ne sera jamais maître des gens dans leurs appartements, dans leurs bureaux, s'ils n'ont pas de rigueur ou s'ils ont pas de choses comme ça et qui permettraient pour nous de contrôler. Puis après, c'est bien joli de faire prendre des risques aux entreprises et puis de les rémunérer sur le résultat. Mais qui dit bon résultat dit aussi je reviens et je remets une couche, bonne étude et bon démarrage du chantier. Donc ça veut dire que si on veut un résultat optimum, ben, il faut démarrer, il faut que toute la chaîne soit optimum. Et puis clairement aujourd'hui, ben, on s'aperçoit qu'entre les délais, entre les conditions des marchés au jour d'aujourd'hui, puis les distorsions qu'on peut avoir sur les chantiers, voire même de qualité ou de choix d'entreprise avec des décalements de délais et des études qui au départ sont pas toujours ficelées comme elles devraient l'être. Je trouve la question est bonne dans le sens où les professionnels doivent avoir un résultat. Les professionnels aujourd'hui relèveront tous les résultats que vous voulez, mais pour autant que toute la chaîne, du jour de l'adjudication jusqu'à la fin des travaux, on puisse dans tous les cas. Moi, j'ai aucun problème à m'engager si le chantier s'est déroulé dans les règles de l'art. On parle de règles de l'art, ben, aujourd'hui, on aura la qualité souhaitée que si finalement de A à Z tout se déroule comme il faut, mais j'imagine que dans ces cas-là, on pourrait fixer un certain nombre d'objectifs. On réfléchit même, et j'arrêterai là, sur des questions de labellisation de nos installations, puisque finalement, dans les milieux associatifs professionnels, on fait de la formation continue, on pousse nos membres à faire des installations et à se moderniser, à se former. En contrepartie, aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est comment on se différencie finalement par rapport à des propositions vis-à-vis du public classique. Donc peut-être que finalement, on devra peut-être une fois passer par des formations labellisées, par des contrôles ou comme ça se fait pour les pompes à chaleur avec le GSP. Peut-être qu'effectivement, de temps en temps, il faudra faire en sorte que ce qui est promis doit être tenu. Idem pour les subventions, hein, une installation qui ne tient pas ses promesses et qui est subventionnée, bah, peut-être on peut se poser la question si la subvention doit être versée ou pas, ou si elle devrait être à charge. Alors là, peut-être deuxième pavé dans la mare ou troisième, à la charge de l'entreprise qui n'a pas fait le job. Hein. Et pourquoi pas? Parce qu'à un moment, quand on se donne du mal, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a un moment, il faut aussi qu'on soit récompensé pour le mal qu'on se donne et puis arriver à différencier ceux qui font les efforts de ceux qui ne les font pas. Voilà. Moi, je vais compléter. Ouais, Dominique, aussi, ouais. Dans le cadre alors sur toute réalisation, sur tout chantier, il faut un chef d'orchestre, un bon chef. Je rapproche comme ça. Et il faut un chef d'orchestre et puis un bon chef d'orchestre. Alors, c'est déjà la problématique, c'est qu'on n'a pas toujours le bon chef d'orchestre sur tous les chantiers. Et dans le cadre de la rénovation, le chef d'orchestre a un rôle encore plus important. C'est comme je disais tout à l'heure, on travaille sur un bâti existant avec tout ce que l'on peut découvrir. Et puis, quand on parle de rénovation énergétique, on ne parle pas de désosser le bâtiment dans son entier et puis de reconstruire. On doit conserver des éléments, on doit trouver des solutions avec certains éléments existants et puis les remettre en valeur ou les améliorer. Donc, la démarche en particulier des personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, de bâtisseurs partenaires, c'est justement d'apporter une expérience particulière pour chaque corps d'État et de mettre en place une coordination en amont au niveau de l'étude, parce que c'est là qu'on aura la réussite. Nous, aujourd'hui, on vit malheureusement des réalisations de rénovation de toiture avec mise en place de panneaux solaires qui ne sont pas faits avec notre partenaire habituel qui est la société Swiss Green.
Et on s'aperçoit très rapidement qu'on a une problématique parce qu'il n'y a pas eu de coordination en amont, parce que le privé qui n'est pas un architecte ou n'a pas pris d'architecte, lui, il gère un petit peu les choses. Et puis, on a presque entamé la toiture, fini la toiture, que l'entreprise de panneaux solaires vient en disant oui, mais les espacements contre la tâche sont pas ce qu'il me fallait, mais est-ce que la charpente existante va pouvoir supporter mon installation? C'est des questions qu'on doit se poser avant. Et c'est ce qu'on veut éviter, nous tous autour de la table, c'est éviter ce type de situation pour que le client, finalement, qui investit quand même beaucoup, malgré les subventions, mais enfin, ça fait pas tout, qui investit beaucoup d'argent, et une installation qui fonctionne, soit satisfait au bout du compte. D'où l'importance en amont d'entreprises sérieuses, de coordination, et puis, comme je dis, avec un très, très bon chef d'orchestre. Merci Dominique. Alors, on a 3 questions. Il nous reste 6 minutes. Donc, je vais vous les poser. On va essayer d'y répondre dans le temps imparti. Alors, une question de Cyril qui nous dit, voilà, est-ce que la CMNS va adoucir ses règles pour permettre à de vieilles bâtisses de pouvoir accueillir des panneaux solaires? Quel est votre degré de connaissance sur leur stratégie à court terme pour répondre à cette question? Qui peut répondre à cette question? Non? Compliqué? Dominique? Non, Philippe? Alors, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas d'entrée à la CMNS, mais tout ce que je sais, c'est que c'est relativement mal parti actuellement pour que les choses se simplifient ou se fluidifient. Alors le problème, n'étant pas expert des bâtiments anciens protégés, mais on a beaucoup de retours, en tout cas des entreprises qui travaillent à Genève, qu'il y a de notre point de vue, de notre avis, il y a un degré d'être pointilleux qui est beaucoup trop élevé par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc je dirais que elle fait son job dans la protection du patrimoine. Je pense qu'elle le fait trop dans bien des cas. Ça va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop bloquant dans bien des cas. C'est très difficile à analyser où est le curseur. Mais en tout cas, aujourd'hui, unanimement, c'est un élément dans le bâtiment, dans la construction à Genève, qui est incontournable, et ça on le sait depuis de très nombreuses années. Mais par contre, aujourd'hui, on est quand même dans un besoin d'aller de l'avant, on est dans une transition énergétique, et sans vouloir gâcher quoi que ce soit, ou sans vouloir faire des choses qui ne sont pas correctes ou irrespectueuses du patrimoine, je pense qu'elle aura besoin, la CMNS, quelque part, aussi de peut-être se mettre un petit peu au goût du jour, et puis de peut-être être un peu plus ouverte et d'avoir un degré d'ouverture un peu plus important. Alors, je vais peut-être pas me faire jamais en disant ça, mais au moins, c'est le ressenti que l'on a tous, et puis qu'à un moment donné, en tant qu'électricien, je peux peut-être me permettre plus de le dire qu'un architecte ou patron d'un bureau d'architecte connu. Mais voilà, en tout cas, le message est passé. Merci. Merci Philippe pour ce, comme d'habitude, tous autour de la table, un langage très, très cash et direct, c'est ce qu'on veut. Autre question, avant-dernière question, comme entreprise, en tant qu'entreprise, en fait, quelle est votre perception de l'étiquette CECB et des certificats Minergie et SNBS? Peut-être Charlotte, hein. Ouais. Alors, le CECB, c'est officiel, c'est un document officiel de la Confédération, donc c'est très bien parce que il est valable 10 ans, donc voilà, c'est Minergie. Alors à Genève, on utilise très peu Minergie parce que Minergie, ils adorent le papier. C'est très très procédurier, et donc à Genève, on a de la chance d'avoir le label HPE Rénovation, donc haute performance énergétique. Ça, c'est beaucoup plus simple et c'est les mêmes avantages fiscaux et subventions que Minergie. Et puis, les SNBS, je connais pas très bien, je travaille pas beaucoup avec ce label, donc je peux pas vous dire grand-chose. Merci Charlotte. Non, je prends la question suivante. Alors, question de Florian. Merci Florian pour votre participation. C'est toujours agréable d'avoir des questions en direct. Que pensez-vous des résultats de l'étude des SIG donnant factuellement un décalage entre les estimations théoriques de gains en énergie sur des rénovations lourdes, isolation plus changement de fenêtre, et les économies réelles? Parce que les études ne reflètent pas la réalisation. Lors d'une conférence, j'ai entendu un taux de réalisation inférieur à 50%. Pourtant, les subsides sont déjà versés et le propriétaire n'aura pas les gains escomptés. De nouveau, c'est la régulation. Nous, on fait nos calculs pour des bâtiments de la norme, donc ça veut dire bien ventilé, chauffé à 20 degrés. Maintenant, si un bâtiment, on le chauffe à 22 degrés et que les fenêtres sont ouvertes, même un peu plus que ce qu'il faudrait, eh ben, c'est clair qu'on consomme 50 fois plus. Les bâtiments Minergie,
pour revenir sur Minergie ou HPE, ils consomment beaucoup. Il y en a qui consomment 3 fois plus que ce qui était prévu. Pourquoi? Parce que c'est mal. Si on met un double flux, par exemple, dans un logement, on doit fermer les fenêtres. Si on ouvre les fenêtres, il n'y a plus aucun rendement et on arrive à consommer 3 fois plus. Donc le problème, c'est pas dans le calcul théorique. Le problème, c'est que on doit informer les gens aussi de comment vivre dans un bâtiment rénové, comment vivre dans un bâtiment Minergie. Et comme ça, peut-être qu'on arrivera à faire des gains sur les consommations qui seront très simples. Et là, ça coûte pas grand-chose, quoi. Le thème du comportement revient quand même souvent autour de la table. On a, ok, il y a la technique, ok, il y a le matériel, ok, il y a tout ça, mais il y a le comportement qui visiblement joue pour beaucoup. Le message, je crois qu'il est plus que passé aujourd'hui. J'ai une dernière question et après, eh bien, on vous laissera. Il y a Rui Philippe qui nous dit, voilà, puisqu'on parle d'économie financière, dans la mesure où il n'y a pas de subvention pour le traitement des déchets, que peut-on faire pour réduire nos factures? Merci Rui pour cette excellente question. C'est une question très pointilleuse et pertinente. Et je pourrais vous dire, si on ne fait pas de rénovation, on ne produit pas de déchets. Donc, ça ne va pas apporter grand-chose, mais je pense que il faut commencer aussi à la base à arrêter de tirer à la retirette, encore une fois, comme on l'a dit, puis peut-être des fois de mettre les moyens où il faut pour faire une économie, mais si on ne sort pas le porte-monnaie, on ne peut pas avoir un retour sur quelque chose si on a peur de le sortir. Donc, le pragmatisme, je ne vois. Non, c'est pas du pragmatisme, c'est qu'au bout d'un moment, on est tous pareils. Les gens veulent avoir des économies de partout, mais il faut qu'on se réinvente ou qu'on réapprenne peut-être à vivre, ou peut-être que quand on rentre typiquement dans les bâtiments, comme l'a dit Charlotte, il faut peut-être commencer à dire aux gens comment il faut vivre dans ce bâtiment-là. Parce qu'il y a des gens ont des habitudes ces habitudes faites, et puis pour changer les habitudes, c'est pas évident. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous. Merci aussi aux spectateurs. Je vous dirai en tout cas à tous un grand merci pour en tout cas votre œil expert. On vous promet de refaire un autre webinaire. On vous dira le sujet un peu plus tard. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci.